beaucoup. Alors, en premier, on va parler de l'athérosclérose. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une athérosclérose, quels sont les facteurs de risque de l'athérosclérose, quelles sont les complications, est-ce qu'on peut traiter cette athérosclérose qui est à la base des maladies ou bien des cardiopathies ischémiques. On va faire bien sûr un rappel anatomique pour la simple raison que les cardiopathies ischémiques, c'est des maladies qui touchent les artères et donc vous devez savoir la localisation de ces artères. Pour la simple raison, s'ils vont vous donner un cas clinique, ils vont vous donner la clinique, ils vont vous rajouter le CG, vous devez savoir quel territoire est atteint. Et si vous n'avez pas votre anatomie, c'est bien, donc ça sera un peu difficile. Puis on va passer par la physiopathologie. Alors, la physiopathologie, c'est un chapitre très important et primordial pour la cardiologie. Je vous assure, si vous n'avez pas votre physiopathologie, vous n'allez pas assez loin pour la cardiologie. C'est très important. La physiopathologie, ça va vous permettre de comprendre le cours d'une façon que vous allez répondre à n'importe quelle question sans même faire des QCM. D'accord ? Vous allez avoir une vision plus large du module. Vous allez comprendre les cours de façon, comment dirais-je, c'est une succession d'événements. Si vous allez comprendre chaque événement, vous allez raisonner. Vous allez raisonner la clinique, le traitement, tout ce que vous voulez. Alors, on parle de cardiopathie ischémique, donc on doit définir l'ischémie. C'est quoi l'ischémie sur le plan anapath, quels sont les types de l'ischémie, comment elle survient, etc. Puis on va rentrer dans le vif du sujet qui est le syndrome coronaire. Le syndrome coronaire, on va le diviser en deux grandes entités, le syndrome coronaire chronique et le syndrome coronaire aigu. On va détailler le syndrome coronaire aigu avec un ST+, et avec un ST-. Très bien, on va commencer par l'athérosclérose. Essayez de faire vos cours d'une façon très bien organisée, puis ça va vous faciliter la tâche pour la préparation des examens, pour la compréhension, pour la formation, plein de trucs. D'accord ? Alors, l'athérosclérose, c'est quoi cette athérosclérose ? Déjà, avant de commencer, quand on dit athérosclérose, on a deux mots. On a athéro et on a sclérose. La sclérose, ce n'est que la fibrose, d'accord ? Donc, il y a un phénomène fibrotique. Et l'athérose, c'est les plaques d'athérome. Les plaques d'athérome. Alors, ces plaques d'athérome, on va dessiner une petite artère. Ça, c'est une artère, c'est une coupe, d'accord ? On va dessiner une plaque d'athérome. On a fait ça pour l'anapath 3e année. Mais bon. Alors, une plaque d'athérome, c'est une accumulation, d'accord, de constituants sanguins, d'accord, des lipides, des glucides, plusieurs complexes qui vont s'accumuler au niveau de la couche interne du vaisseau, ce qu'on appelle intima, d'accord. Donc, c'est une accumulation de plusieurs constituants. Et puis, il vient s'organiser dans la partie superficielle une partie de fibrose sur ce ventre lipidique, ce qu'on appelle un ventre lipidique. Puisque principalement, c'est fait de lipides, du cholestérol, d'accord ? Ça va donner une plaque d'athérome. Quand on parle de la maladie qui est due à la plaque d'athérome, on parle de l'athérosclérose. Donc, quand vous trouvez cette ose, ça veut dire que c'est la maladie. La maladie, quelle maladie ? Due aux plaques d'athérome, d'accord ? Voilà. C'est pour faire la distinction entre athérosclérose et plaque d'athérome. On dit athérosclérose maladie, athérome, c'est les plaques. Très bien. L'OMS donne une définition assez précise de cette athérosclérose. Elle dit que je vais vous citer les mots-clés, d'accord ? C'est une accumulation, d'accord ? C'est une accumulation focale, au niveau de l'intima, de quoi ? De lipides, de glucides et d'autres complexes du sang, d'accord, et de produits sanguins, avec un développement du tissu fibreux tout autour de ces dépôts lipidiques et après on peut avoir des dépôts calcaires, etc. Donc les deux mots qui sont très importants à savoir, c'est l'accumulation focale de lipides et des glucides et d'autres constituants sanguins avec un tissu fibreux. Tout cela associé à des modifications de la média. L'accumulation se fait au niveau de l'intima. Associé à des modifications
de la média. D'accord? Donc, on doit savoir que l'artère est pratiquement totalement atteinte. D'accord? Sur le plan anapathe, qu'est-ce que c'est une plaque d'athérome? Elle est formée de quoi exactement? Pourquoi on doit savoir sur le plan anapathe cette plaque d'athérome? Puisque après on va distinguer les deux entités, les deux grandes entités de maladies cardiaques, ou bien les cardiopathies ischémiques, en cardiopathie ischémique chronique et cardiopathie ischémique aiguë. Cela dépend du type de plaque qui est les enjeux. D'accord? Alors, une plaque d'athérome est formée de deux parties. Une partie qui est superficielle et une partie qui est centrale. Ça peut être le sujet des questions anapathes, d'accord? Donc faites attention. Donc, la partie superficielle, ce n'est qu'une chape fibreuse. C'est une chape fibreuse. C'est la fibrose tout autour des constituants, d'accord? C'est une infiltration cellulaire avec une fibrose péricellulaire, d'accord? Et au niveau central, on va trouver le noyau lipidique. D'accord? On va trouver le noyau lipidique. C'est un matériel nécrotique, lipidique, du cholestérol, il est acellulaire. Voilà. Voilà, c'est ça la plaque. Ça, c'est la fibrose superficielle. Et ça, c'est le ventre lipidique. La croissance de ces plaques d'athérome à l'intérieur des vaisseaux ne c'est pas comment dirais-je, c'est pas un phénomène entre jour et nuit. Elle se constitue très lentement, d'accord? C'est une croissance lente à l'intérieur de l'artère coronaire. Quand il y a cette croissance, ça c'est l'artère, quand elle va augmenter de taille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer le diamètre de l'artère. Donc, le débit devient insuffisant. Et donc, on parle, au niveau des artères coronaires, on parle d'insuffisance coronaire. Alors, cette insuffisance coronaire, elle peut être soit chronique, soit aiguë. Comment savoir est-ce que c'est une insuffisance coronaire chronique ou bien aiguë? Pour la simple raison, on avait dit qu'on a deux types de plaques. Quand elle vient de se former, on a plus de lipides par rapport à la fibrose. On a moins de fibrose. Vous devez savoir que la fibrose, elle a comme rôle un rôle protecteur de la plaque. Ça veut dire que si on a plus de fibrose, ça veut dire que la plaque, elle est stable. Elle a moins de risque de lésion. Si on a moins de fibrose, ça veut dire que cette plaque, elle est vulnérable. Vulnérable à quoi? Vulnérable à la lésion. C'est ce qu'on appelle, ça me plaît, je ne sais pas comment je l'ai oublié, c'est une plaque vulnérable. Vulnérable à quoi? Vulnérable à la lésion. Si cette plaque vient de se léser, d'accord, pour une raison X ou Y, donc elle va créer une turbulence à ce niveau, d'accord? Une turbulence tout autour. Cette turbulence, elle va attirer les plaquettes. Les plaquettes, elles vont s'agréger, d'accord? Vont s'agréger, elles vont former, et ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. Les plaquettes, ensuite, ils vont sécréter des facteurs de coagulation, et donc, la cascade de coagulation vient, les globules rouges viennent s'attacher à l'agrégat plaquettaire et vont donner un thrombus. Au total, il y aura une formation d'un thrombus sur la plaque d'athérome. C'est ce qu'on appelle athérothrombus. Bien l'athérothrombose. Donc, cette athérothrombose, ça, il y aura aucun débit. Elle va obstruer l'artère. Il n'y aura aucun débit qui peut passer. Il n'y a pas de débit sanguin. Donc ça, c'est un phénomène aigu. Le myocarde, en amont, il va se nécroser. D'accord? Donc, une plaque jeune, c'est une plaque vulnérable. Pourquoi? Puisqu'elle risque de se liser. Elle a un ventre lipidique plus important par rapport à la fibrose. On a moins de filaments fibrotiques. Donc, cette plaque, quand elle se lisait, elle va attirer les plaquettes. Ils vont former il y aura une formation d'agrégat plaquettaire et puis de thrombus avec l'activation de la cascade de coagulation. Ce thrombus qui vient de s'insérer sur une plaque d'athérome, c'est ce qu'on appelle l'athérothrombose. Il y aura donc zéro débit en amont. Il y aura une nécrose du myocarde.
ça c'est un phénomène aigu, c'est une urgence à traiter, à savoir gérer, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle le syndrome coronaire. Pourquoi syndrome coronaire ou bien insuffisance coronaire aiguë? Aiguë puisque c'est un phénomène aigu qui vient sur une brèche de la plaque. Et c'est une insuffisance coronaire puisqu'il n'y aura aucun débit, une insuffisance de débit, donc insuffisance coronaire aiguë. Quand la plaque, vous devez savoir que la croissance de la plaque prend un temps qui est très important, donc c'est une croissance lente. Il y aura plusieurs phénomènes inflammatoires et à chaque inflammation, on a de la fibrose, d'accord? Cette fibrose, c'est un facteur protecteur, par facteur protecteur, c'est une protection de la plaque, protection de quoi? Protection des lésions. Donc, le risque des lésions est très faible, d'accord? C'est ce qu'on appelle une plaque stable, elle est stable, pas de lésion. Et il n'y aura pas de phénomène comme ceci, avec la coagulation et tout cela. Ça, c'est une plaque stable, mais le problème avec cette plaque, c'est les sténosante. Pourquoi? On a plus de fibrose, à chaque fois il y a cette fibrose devient plus importante, plus épaisse, donc elle va diminuer d'une façon très importante le diamètre de l'artère. Et donc, elle devient sténosante, elle va diminuer, d'accord? Elle va pénaliser le débit coronaire. Voilà. Donc, il y aura une diminution du débit coronaire d'une façon chronique. Ça, c'est pas un phénomène aigu, d'accord? Donc, ça donne un phénomène chronique qui est le syndrome coronaire chronique, ou bien l'insuffisance coronaire chronique. Donc, la distinction entre insuffisance coronaire aiguë et insuffisance coronaire chronique dépend du type de plaque et des phénomènes qui surviennent sur les plaques. Si c'est une plaque stable ou bien sténosante, on dit sténosante, donc ça c'est un syndrome coronaire chronique. Et si c'est une plaque jeune, vulnérable à la lésion, le risque de lésion est toujours là. Donc, s'il y a une lésion, il y aura donc toute lésion de l'artère va créer une turbulence tout autour, donc agrégation plaquettaire qui va provoquer ou bien qui va déclencher la cascade de coagulation avec formation de thrombus, c'est ce qu'on appelle l'athérothrombose. Donc ça donne une obstruction complète, d'accord, complète de l'artère, ou bien parfois elle peut laisser une petite trace comme ça. Ce qu'on appelle un thrombus, ça, soit un thrombus occlusif, soit un thrombus sub-occlusif. Si c'est un thrombus occlusif, donc on parle de syndrome coronaire aigu ST+, d'accord, avec juste du calage, ou bien si le thrombus est sub-occlusif, ça veut dire qu'il y a un minime passage du sang, d'accord, on parle de syndrome coronaire aigu ST-, sans juste du calage. Je vais revenir sur ça, pas que retenir les grands les deux grandes catégories, les cardiopathies ischémiques, aiguës et chroniques. Après ST+, ST-, on va le détailler, d'accord? La cause de l'athérosclérose. En fait, on ne sait pas quelle est la cause de l'athérosclérose, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque. En premier, avant de parler des facteurs de risque, qu'est-ce qu'un facteur de risque? On dit qu'un facteur de risque, il est ni obligatoire, ni suffisant. Je vais expliquer c'est quoi ça. Alors, ni obligatoire, ni suffisant pour attraper la maladie. Ni obligatoire, ça veut dire vous pouvez avoir la maladie, d'accord, sans avoir le facteur de risque. Par exemple, on dit que le cancer du poumon, d'accord, le cancer du poumon, à la banalité, il est vraiment très lié au tabac, d'accord? Le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon. Mais il n'est ni obligatoire ni suffisant. Il n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'on peut avoir un cancer du poumon chez quelqu'un qui ne fume pas, qui n'a jamais fumé. D'accord? Donc il n'est pas obligatoire. Il est ni suffisant, ça veut dire quelqu'un qui fume, il ne va pas obligatoirement développer un cancer du poumon. D'accord? Voilà, c'est ça. Vous devez retenir ça. Le facteur de risque, ni suffisant, ni obligatoire. Très bien. Maintenant, quels sont les facteurs de risque de l'athérosclérose? Principalement, on a deux types de facteurs de risque. On a les facteurs de risque qui sont modifiables et les facteurs de risque qui sont non modifiables. Les facteurs de risque modifiables, c'est très primordial. Pourquoi? Puisque les facteurs de risque modifiables, on peut agir là-dessus. Quand on va agir là-dessus, on va diminuer ou bien on va arrêter l'évolution de la maladie. Il y a des facteurs qui sont non modifiables, à d'où on ne peut pas agir. Modifiable.
Alors, on va commencer par ça, puisque c'est plus simple. Les facteurs de risque que l'on modifie avec l'athérosclérose, principalement on a l'âge, d'accord? L'âge, plus de 50 ans chez l'homme et plus de 60 ans chez la femme. Alors, chez la femme, plus supérieur ou égal à 60 ans, et chez l'homme, c'est supérieur ou égal à 50 ans. Pourquoi chez la femme à 60 ans? Puisque la femme a la protection hormonale. À partir de la ménopause, la protection hormonale d'une façon progressive, donc la protection va disparaître à l'âge de 60 ans. Très bien. Alors, on avait dit l'âge, aussi le sexe masculin. Ça veut dire le fait que vous êtes un homme ou bien femme, ça c'est un facteur de risque. Pourquoi? Puisque pour la simple raison que la femme, on avait dit qu'elle est protégée par ses hormones. Donc le sexe masculin est un facteur de risque de l'athérosclérose. Et bien sûr, comme toujours, l'hérédité. Si vous avez un papa qui a fait un EDM à l'âge de moins de 40 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Il faut rechercher, il faut faire une enquête. Très bien. Alors, les facteurs de risque modifiables, on peut agir là-dessus. Principalement, quand on parle des maladies cardiaques, on parle et du facteur de risque qui est complètement réversible, c'est le tabac. Le tabac est un facteur de risque complètement réversible. Dès que vous faites un sevrage, les lésions commencent à disparaître, bien à régresser. Donc, on parle d'un tabac c'est vrai, du tabac, quoi que ce soit, actif ou bien passif, c'est vrai de moins de 3 ans, d'accord? Ça, c'est un facteur de risque. À partir de 3 ans, non. On ne parle pas de facteur de risque. Ça veut dire que si le patient il a fumé à l'âge jeune et puis il a fait un sévrage de plus de 3 ans, donc ce n'est pas un facteur de risque. D'accord? Voilà. Et puis, après le tabac, on a les maladies chroniques. l'HTA, le diabète, d'accord? La dyslipidémie. Alors, le tabac est un facteur de risque complètement réversible après un sevrage de 3 ans, d'accord? L'HTA, le diabète, les dyslipidémies, ce sont des facteurs de risque qui sont incomplètement réversibles. Comment incomplètement réversibles? Quand on va régler et contrôler les chiffres tensionnels et les chiffres glycémiques, donc on va arrêter l'évolution de la maladie, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que l'HTA, les diabètes, ce sont des facteurs de risque incomplètement réversibles ou bien partiellement réversibles pour l'athérosclérose. Aussi, on a d'autres trucs comme l'obésité, d'accord? Comme la sédentarité, d'accord? La sédentarité, le stress, la ménopause, quoi que ce soit. Et puis, à la fin, quand vous parlez de l'obésité, ça vous rappelle quelque chose, c'est le syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, il y a des études qui disent que ce syndrome métabolique, c'est une création du labo, c'est pas une maladie qui existe, d'accord? Là, on s'en fout, mais on va définir le syndrome métabolique, puisque parfois, ça fait le sujet de questions. Je sais pas pourquoi il aime le syndrome métabolique. Alors, on va faire un rappel sur le syndrome métabolique. Donc, c'est ça pour les facteurs de risque. C'est simple. Le syndrome métabolique, comme son nom l'indique, syndrome, ça veut dire association, d'accord? Syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une association de plusieurs critères. Quand on a plus de 3 critères, on parle du syndrome métabolique. En premier, on parle de principalement l'obésité abdominale. D'accord? L'obésité abdominale, c'est pour périmètre abdominal supérieur à 110 chez l'homme et supérieur ou égal à 88 cm chez la femme, d'accord? Ça c'est pour l'obésité abdominale, d'accord? Et puis l'HTA, les chiffres tensionnels élevés, la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 14 ou bien à 140 mm du mercure, ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 du mercure. Centimètres du mercure. Alors, pour la tension artérielle, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a tout un cours sur l'hypertension artérielle, d'accord? Et les chiffres glycémiques élevés, d'accord? Une glycémie qui est supérieure à qui est entre 1,1 et 1,26 mg par litre, ça c'est un critère, d'accord? Et la perturbation du bilan lipidique, principalement l'augmentation des triglycérides, augmentation du cholestérol avec diminution d'HDL en faveur d'une augmentation des LDL, d'accord? Tous ces perturbations du bilan lipidique font partie du syndrome métabolique, d'accord?
ils vont vous dire ce qu'il faut savoir sur le syndrome métabolique, d'accord? C'est le mécanisme. Le mécanisme est une résistance à l'insuline, d'accord? Une résistance à l'insuline. Alors, je récapitule pour les facteurs de risque. On a dit quelle est l'étiologie de l'athérosclérose, ou bien quelle est la cause de l'athérosclérose. On ne sait pas quelle est la cause de l'athérosclérose, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque. Des facteurs de risque, on avait dit que le facteur de risque n'est ni obligatoire ni suffisant pour attraper la maladie. Puis on a commencé à donner désolé pour le sang, ça va partir. D'accord? On avait dit qu'il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et qu'on doit agir là-dessus pour faire diminuer, voire arrêter l'évolution de la maladie, d'accord? Et des facteurs de risque non modifiables. Pour les facteurs de risque non modifiables, on avait parlé de l'âge, on avait parlé du sexe masculin et on avait parlé de l'hérédité, bien sûr. Pour les facteurs de risque modifiables, principalement le tabac, c'est les non-sévrés ou bien c'est les sévrés de moins de 3 ans, d'accord? Le tabac. On avait parlé des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète et la dyslipidémie. C'est important de contrôler ces maladies chroniques, puisque si on va contrôler, on va arrêter, voire faire régresser la maladie, d'accord? Quand on parle de la maladie, c'est l'athérosclérose, d'accord? Puis on avait parlé de l'obésité, de la sédentarité, puis du syndrome métabolique. Très bien. On passe à autre chose. Donc, on avait défini l'athérosclérose, on avait parlé des facteurs de risque. Maintenant, cette athérosclérose, alors, les sièges des plaques d'athérome. Alors, on parle des cardiopathies ischémiques. Ça veut dire, le siège des plaques d'athérome, c'est au niveau des vaisseaux qui irriguent le cœur. Ça veut dire au niveau des coronaires. Au niveau de, vous savez que l'athérosclérose, c'est une maladie qui touche toutes les artères, d'accord? Les plaques d'athérome, elles peuvent siéger au niveau des artères carotides et donc maladie. Au niveau des artères du membre inférieur et donc maladie. Je vais dessiner un schéma. Je crois que ce sera plus facile. Il est joli là dans le... Très bien. Si la plaque d'athérome siège au niveau des carotides, d'accord? Ça va donner des AVC ischémiques. Pourquoi des AVC ischémiques? Puisque ça c'est une artère, on a une plaque d'athérome, d'accord, qui est sténosante, qui va diminuer le débit. Déjà, il y a une diminution du débit cérébral. On est au niveau, c'est une artère carotide. D'accord? Donc, si un nivellement, quoi que ce soit, vient se former sur une plaque, d'accord, jeune, avec un risque de lésion, il y aura une formation d'un thrombus avec occlusion totale et ça va donner un AVC ischémique. Si ça c'est un cœur, ça c'est les coronaires. Si la plaque d'athérome est au niveau cardiaque, ça va donner des cardiopathies ischémiques, d'accord? Des cardiopathies ischémiques. Si la plaque d'athérome est au niveau de l'artère rénale, ça donne une HTA dite secondaire. Je vais expliquer cette HTA secondaire. L'HTA secondaire, à partir du mot, on a deux types d'HTA. Il y a l'HTA essentielle, qui est l'HTA du sujet âgé, d'accord? Et l'HTA secondaire. Secondaire a une lésion. Ça veut dire qu'on peut traiter cette lésion et donc on peut guérir de cette maladie, d'accord? On peut guérir de cette maladie. Alors, l'HTA secondaire, pourquoi? Puisqu'ici, il y a, ça c'est l'artère rénale. Je vais dessiner ici. Ça c'est le rein. Une plaque d'athérome sur l'artère rénale. Quand elle devient sténosante, ça veut dire qu'elle va diminuer le débit, d'accord? Vous savez que l'appareil juxtaglomérulaire qui siège au niveau du rein, d'accord, elle est très sensible aux variations tensionnelles, des chiffres tensionnels. Et elle a comme rôle de régler les chiffres tensionnels. Si elle va recevoir moins de débit, ça veut dire moins de pression, et le rein il va penser qu'il y a une diminution de la pression artérielle sur le corps humain, alors que la pression artérielle sur le corps humain est normale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Le rein, il va réagir. Il va sécréter de la rénine. Il va activer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Vous savez que l'angiotensine, c'est le plus puissant vasoconstricteur du corps humain. Et donc, il va augmenter la pression qui n'a pas été élevée au début. D'accord? Et donc, c'est une HTA secondaire à une lésion qui est une plaque d'athérome. D'accord? Au niveau de l'artère rénale. Si on va agir sur cette plaque d'athérome, si on va traiter cette plaque d'athérome, donc il n'y aura plus d'HTA, d'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'elle est secondaire à une lésion. Donc,
Si la plaque d'athérome siège au niveau de l'aorte, alors au niveau de l'aorte, vous savez que c'est le plus grand vaisseau du corps humain. Et donc on a plus de débit, plus de pression. Et donc vous devez savoir, ça c'est l'aorte par exemple, ça c'est la plaque d'athérome. Vous devez savoir que la plaque d'athérome, quand elle est là, d'accord, le corps il va réagir, d'accord. C'est une accumulation de plusieurs débits, d'accord. Elle va réagir. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Je vais dessiner plus haut. D'accord. Alors, ça c'est l'aorte. Quand il y a une plaque à ce niveau-là, il y a plusieurs phénomènes inflammatoires au niveau de ce siège-là. Donc, cette partie de la paroi artérielle, elle est fragile. Elle est fragile, donc, et au niveau de l'aorte, on a plus de pression, donc il y a un risque de formation d'anévrisme. À ce niveau-là, il y aura une formation d'anévrisme. Et l'anévrisme aortique, c'est un problème. Puisque s'il y a une rupture de ce anévrisme-là, c'est la fin. D'accord? C'est la fin. S'il y a une rupture de l'anévrisme, c'est la fin. Alors, si la localisation de cette plaque d'athérome, si elle va se localiser à ce niveau des artères des membres inférieurs, ça donne l'AOMI. L'AOMI, c'est l'artériopathie, puisque c'est une maladie des artères. Oblitérante, puisque la plaque étant sténosante, elle va augmenter de volume, elle devient sténosante, elle va diminuer le débit. On dit oblitérante, il y aura une obstruction des membres inférieurs. D'accord? Donc, vous devez savoir que les différentes localisations des plaques d'athérome donnent différentes pathologies. D'accord? Très bien. Ça, c'est pour savoir que l'athérosclérose, ce n'est pas seulement les cardiopathies ischémiques. Alors, cette athérosclérose qui fait beaucoup de problèmes, est-ce qu'on peut la traiter? Quel est le traitement de l'athérosclérose? En fait, on n'a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas de traitement spécifique pour l'athérosclérose. Mais on sait que c'est selon, vous allez savoir, hein, cette technique de comprendre ce qu'il y a dedans, vous allez avoir avec l'esprit de comprendre comment on va agir, d'accord? Par exemple, vous allez me dire quel est le traitement. Ça, c'est une accumulation des lipides à ce niveau. Pourquoi il y a une accumulation des lipides? Puisqu'il y a des troubles ou là une perturbation du bilan lipidique. Très bien. Puis, cette plaque, elle a un risque de lésion. S'il y aura une lésion à ce niveau-là, il y aura une agrégation plaquettaire. Une agrégation plaquettaire, après, il y a une formation d'un thrombus. Donc, il y a une agrégation plaquettaire qui peut survenir chez quelqu'un qui a une plaque vulnérable. D'accord? Jeune. D'accord? Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi la qualité des artères. Comment dirais-je, c'est quoi cette qualité des artères? Quelqu'un qui est tabagique, il a des artères qui sont fragiles, d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des facteurs, la fragilité des artères, tout cela, ça c'est des facteurs de risque. Chez quelqu'un qui a un diabète ou bien, il a des artères qui sont fragiles, qui est tabagique, quoi que ce soit. Donc, on doit effacer tabac, on écrit facteur de risque. Donc, pour traiter, ou bien, c'est pas un traitement curatif, mais c'est un traitement préventif, d'accord? Préventif des différentes conséquences ou bien complications de l'athérosclérose. Si vous voulez, c'est une prévention des complications de l'athérosclérose. Si on a une perturbation du bilan lipidique, il faut régler le bilan lipidique. Si on risque de faire une agrégation plaquettaire, il faut donner des anti-agrégants plaquettaires, d'accord? S'il y a des facteurs de risque, il faut agir là-dessus. Quels sont les facteurs de risque qu'on peut agir là-dessus? C'est les facteurs de risque modifiables. Donc, le traitement, ce n'est que en premier, il faut agir sur les facteurs de risque. Si le patient est tabagique, il faut faire un sevrage tabagique, d'accord? Donc, premièrement, il faut agir sur les facteurs de risque, d'accord? Si le patient est tabagique, il faut faire un sevrage tabagique. Si le patient a des perturbations du bilan lipidique, il faut régler le bilan lipidique. On va faire, je vais parler de ça après, d'accord? S'il a un diabète, il faut contrôler les chiffres glycémiques. S'il a une hypertension artérielle, il faut contrôler les chiffres tensionnels. Et c'est primordial dans la prise en charge, c'est primordial. Et il ne faut pas oublier cette notion d'agir sur les facteurs de risque. Très bien. Ça, c'est en premier. Je vous ai parlé du bilan lipidique. Alors, il y a un traitement, je crois que c'est mon ami, les statines. Je les aime
tellement je les aime que ça c'est le meilleur traitement pour moi que j'ai rencontré dans la vie. Pourquoi? Alors les statines font régler le bilan lipidique, d'accord? Ils vont régler le bilan lipidique et il y a des études même qui disent que les statines font regresser, d'accord? Et quand on dit régler le bilan lipidique, ça veut dire qu'il y a une diminution des LDL. Et quand il y a une diminution des LDL, il y aura plus, il y aura pas une accumulation des lipides et tous ces problèmes de la plaque. Très bien. Maintenant, il y a même des études qui disent que les statines ils vont faire regresser les plaques d'athérome qui ont été constituées. Alors, c'est une petite quantité, mais bon. Donc, j'ai adoré ces statines-là. Très bien. On avait dit qu'il y a un risque de formation de thrombus par quel mécanisme? Par l'agrégation des plaquettes. Alors, il faut donner des anti-agrégants plaquettaires chez ceux qui ont un risque de rupture, d'accord, de liser les plaques. Quand il y a une plaque qui a un risque, avec un risque de lésion, de rupture, d'accord, un risque de rupture, il faut donner les anti-agrégants plaquettaires puisque le risque de formation de thrombus est plus élevé. Donc, on donne des anti-agrégants plaquettaires. C'est un schéma, c'est un rappel anatomique de la vascularisation du cœur. Ça, c'est le cœur. Enfin, ça, c'est le cœur, le ventricule seulement. Je n'ai pas dessiné les auricules. La partie, il faut ranier que nous, les auricules. Ça, c'est les ventricules. Ça, c'est le ventricule droit. Ça, c'est le ventricule gauche. Et ça, c'est le septum. D'accord? Ça, c'est le septum. Alors, on a les deux grands... les coronaires sont les vaisseaux qui irriguent le cœur. On a deux grands réseaux. Le réseau coronaire gauche, en rouge, et le réseau coronaire droit en noir. Ça, c'est l'aorte. Et ça, c'est l'insertion des deux coronaires. Ça, c'est la coronaire gauche. Ça, c'est la coronaire droite. Je vais commencer par la coronaire gauche. La coronaire gauche, elle va commencer à partir du sinus, d'accord, aortique. Elle va donner en premier l'artère interventriculaire antérieure. C'est ce qu'on appelle les VA. Voilà, c'est les VA, qui va irriguer la partie antérieure du VG, d'accord? Les VIA, puis elle va donner, donc on avait dit, ça c'est la coronaire gauche, elle va donner deux grands troncs, elle va donner les VIA et elle va donner aussi la circonflexe, elle va donner les VIA et la circonflexe, les deux en rouge, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle réseau coronaire gauche. Puis les VIA, elle va donner d'autres ramifications, elle va donner les diagonales qui irriguent la partie antérieure du VG, d'accord? Et elle va donner les septales. Ce sont des artères perforants, d'accord, à travers le septum, c'est ce qu'on appelle les septales. Ils vont irriguer les 2/3 antérieures du septum, d'accord. Et la partie 1/3 postérieure du septum sera irriguée par les coronaires droits. On va parler après. Donc, je répète, la coronaire gauche, elle va donner deux ramifications, de grands troncs, le circonflexe et les VIA. Les VIA, à son tour, elle va donner d'autres ramifications, les diagonales, qui vont irriguer la partie antérieure du VG, et elle va donner des septales. Les septales qui vont irriguer les 2/3 antérieures du septum. Puis, ça c'est pour les VIA. Puis la circonflexe, à son tour, elle va donner d'autres ramifications. La circonflexe, comme son nom l'indique, circonflexe, elle va donner les marginales. Les marginales gauche, d'accord, du côté gauche, elles vont irriguer la partie latérale du VG, d'accord, cette partie latérale du VG. Et puis il va se terminer dans sa partie postérieure. Très bien. Ça c'est pour le réseau coronaire gauche. Maintenant le réseau coronaire droit. Il va commencer à ce niveau, au niveau du sinus aortique. Il va donner, ça c'est la coronaire droite, d'accord. Elle va donner en premier les marginales droits, comme on a les marginales gauche, on a les marginales droits. Puis, elle va donner en arrière deux ramifications. La première, elle va continuer donnant les vipées, ça en pointillé, c'est la partie postérieure, d'accord. Elle va donner les vipées, l'interventriculaire postérieur, pardon. L'interventriculaire postérieur, d'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Elle va donner l'interventriculaire postérieur, ce qu'on appelle IVP, d'accord. Et elle va donner un autre
une autre partie qui va irriguer la partie postérieure du VG, d'accord? Ça en pointillé, c'est la partie postérieure du VG. Elle sera irriguée par une ramification ou bien une terminaison de la coronaire droite, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'artère rétroventriculaire gauche. Comme son nom l'indique, elle est rétroventriculaire gauche. Elle va irriguer la partie postérieure du ventricule gauche. Je répète, de façon assez simple, on a deux grands réseaux qui irriguent le cœur, c'est les réseaux coronaires. Le réseau coronaire gauche et le réseau coronaire droite. Ces deux réseaux sont communiqués entre eux, d'accord? Quand vous voyez ici les VP et les VIA, quand vous voyez les septales, d'accord? Alors, le réseau coronaire gauche va commencer au niveau du sinus coronaire, il va donner de grands troncs, il va donner circonflexe, il va donner les VIA. Les VIA à son tour, elle va donner des diagonales qui vont irriguer la partie antérieure du ventricule gauche. Et elle va donner des septales qui vont irriguer les 2 sur 3 antérieurs du septum. Et puis, la circonflexe, elle va donner des marginales qui vont irriguer la partie latérale du VG, d'accord? Et elle va se terminer en arrière. Et pour la coronaire droite, elle va donner en premier une marginale droite pour la partie latérale du VD, et puis elle va contourner, elle va donner 2 troncs dans la partie postérieure. Le tronc qui va irriguer la partie postérieure du VG, c'est ce qu'on appelle l'artère rétroventriculaire gauche, et l'artère interventriculaire postérieure, d'accord, qui va continuer, ça va se terminer au niveau de... Il va ça s'appelle l'apex, voilà. Les VP. Les VP aussi, elle va donner, j'ai oublié de parler, elle va donner aussi des septales postérieures qui vont irriguer 1 sur 3 postérieurs du septum. Très bien, ça c'est important à savoir. Pourquoi c'est important? Puisque quand on parle du territoire atteint, si sur le CG vous allez voir la tête sur, par exemple, vous voyez un sus-décalage, on va faire ça après, un sus-décalage fait territoire latéraux, donc vous devez savoir le territoire latéral là, il est irrigué par quelle artère? Pour préciser l'artère coupable. Puisque quand vous allez faire la coronarographie, vous allez dire, voilà, on va viser, par exemple, l'atteinte est au niveau de l'EVP. Donc, on va rentrer par la coronaire droite et on va aller jusqu'à l'EVP. C'est très intéressant et c'est très important. J'espère que vous avez compris. Alors, une notion très importante qui a tombé déjà pour l'examen, ils disent un infarctus postérieur gauche peut s'étendre vers le VD, mais jamais vers le VG. Pourquoi? Imaginez un infarctus postérieur gauche. Donc la partie, je ne sais pas si ça se passe. Donc la partie postérieure du VG. Partie postérieure du VG. On sait qu'elle est irriguée par quoi? Elle est irriguée par la rétroventriculaire gauche, qui est une branche de la coronaire droite. Donc un infarctus à ce niveau-là, il peut s'étendre vers le VD, le problème est au niveau du réseau coronaire droit, d'accord? Et non, jamais vers le VG. Pourquoi? Puisque cette partie n'est pas irriguée par le réseau coronaire gauche. Le réseau coronaire gauche, dans ce cas-là, est en sang, d'accord? L'atteinte est au niveau du réseau coronaire droit, d'accord? Donc, un infarctus au niveau de la face postérieure, de la partie postérieure du ventricule gauche, il peut s'étendre vers la partie droite, il peut s'étendre vers le VD, mais jamais vers le VG. Ça, c'était un QCM, fluent vital. Très bien. Maintenant, on va parler un peu sur la physiopathologie. Très bien. Avant de passer, je vous ai parlé de l'artère coupable.